Bonjour. Il y a quelque chose qui me tracasse malheureusement et ça fait que continuer. Je l'ai écrit sur mon site web, je l'ai écrit partout, mais malheureusement, il n'y a toujours pas de solution à cela. Peut-être que si je fais une vidéo à ce sujet, les gens en seront un peu plus conscients. Maintenant, on me pose des questions. Le patient dit, j'ai subi une opération à la jambe, j'ai une cicatrice sur ma jambe, puis-je bénéficier d'une chirurgie esthétique? Quelqu'un m'a envoyé un autre message disant « J'ai un lipome sur ma joue qui a été enlevé. Y aurait-il une cicatrice? Quelle chirurgie esthétique serait-elle envisageable ?» Ma réponse est la suivante. D'abord, je prends une boule de cristal dans ma main, ma boule de cristal. Je regarde dans ma boule de cristal, hocus pocus, abracadabra, montre-moi la cicatrice du patient. Parce que je n'ai pas d'autre moyen. Parce que le patient ne m'a pas envoyé de photos. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je regarder dans la boule de cristal? Devrais-je rentrer chez moi et pratiquer la voyance? Je ne sais pas si j'ai besoin de pratiquer la télépathie ou quelque chose comme ça. Je veux dire, si le patient ne m'envoie pas de photos, si je ne veux pas la cicatrice, comment puis-je répondre à ces questions? Je dois répondre à son message par une demande de photo. Et cela traîne en longueur et la charge de travail augmente également. Il y a déjà beaucoup de messages qui arrivent. S'il vous plaît, vous me demandez quelque chose de visuel. Notre travail repose sur la vision. Nous mettons la photo du patient dans nos dossiers tout en conservant le dossier. Nous stockons des photos de patients sur nos disques durs. Il ne s'agit pas d'un diagnostic qui nécessite vos bilans sanguins, vos radiographies. Nous ne sommes pas internistes. C'est hors de question. Notre travail est purement visuel. Il n'y a aucun moyen pour moi de vous écrire si vous n'envoyez pas de photos. Je dois nécessairement vous envoyer un texto pour que vous m'envoyiez une photo. S'il vous plaît, raisonnez un peu avant de me poser une question. Comment vous me demandez si la cicatrice sur la joue peut être corrigée sans envoyer de photos? Mais quelle logique! Ça me surprend. Ça me choque. Pensez-vous vraiment que j'ai une boule de cristal avec laquelle je peux deviner la situation? S'il vous plaît, envoyez de photos. Et bien sûr, il vaut mieux venir se faire examiner. Mais parfois, le patient se trouve être dans une autre ville. D'accord, je comprends cela parfaitement. Nous pouvons vous donner une idée. Mais il vaut mieux être examiné. Si le patient habite très loin, alors qu'il m'envoie sa photo pour que je puisse lui donner une idée, mais s'il ne m'envoie pas de photo, alors je ne comprends pas quel est l'intérêt de ce message. Ça m'a vraiment énervé et j'ai écrit à quelques patients « Je vais dormir ce soir, je te répondrai le matin si je te vois dans mes rêves. » Donc, s'il vous plaît, veuillez m'envoyer des photos prises sous différents angles. Et parfois, il prend des photos de si près que je ne comprends rien. Il ne prend que des photos de la cicatrice complète. Alors, je ne peux pas non plus répondre car il nous importe de savoir sur quelle zone du corps se trouve la cicatrice si le tissu sain qui l'entoure est suffisant. La zone où la cicatrice est située est également importante. Et parfois, quand je demande au patient de m'envoyer une photo, il m'envoie des photos de lui à la plage, avec ses amis, en vacances. C'est vraiment intéressant. Ce que nous voulons, c'est une photo de cette cicatrice qui me donnera une idée de la zone du corps dans laquelle elle se trouve. D'accord? S'il vous plaît. Vraiment, ça me complique les choses. Je dois écrire des réponses inutilement aux questions posées afin que le patient m'envoie des photos. Le patient m'envoie sa photo à la plage, alors je lui dis que je veux une photo de la cicatrice, etc. Donc, si vous faites comme ça, les affaires traînent en longueur. Je veux une photo que l'on voit clairement. Car ce que vous demandez concerne la vision. Une chirurgie esthétique est-elle envisageable? À quel point? Dans quelle mesure est-elle bénéfique? S'il vous plaît. Je vous remercie. Il y a beaucoup d'avertissements pour les patients que j'ai écrits partout, sur les sites internet, et je voulais les mentionner très brièvement ici.
Eh bien, malheureusement, personne ne lit, soyons honnêtes. Nous sommes une nation trop paresseuse pour lire. Peut-être qu'il sera plus utile si je vous en parle dans cette vidéo. De temps en temps, je vais vérifier les titres ici sur l'ordinateur, alors excusez-moi, parce que certains d'entre vous m'ont averti à ce propos. Maintenant, par exemple, premièrement, votre docteur était vraiment un chirurgien plasticien. Aujourd'hui, tout le monde est devenu chirurgien plasticien. L'homme est un otorhinolaryngologue, un ophtalmologue, etc. Mais il passe à la télévision en tant que chirurgien esthétique, expert en greffe de cheveux. Regardez, la seule section qui reçoit une formation en esthétique est la chirurgie plastique. Mais en raison de la popularité de ce sujet, tout le monde s'est dirigé vers la chirurgie plastique. Les ophtalmologues reçoivent une formation concernant les traitements liés à l'œil. La cataracte, je ne sais pas, le glaucome. Mais quand ils débutent dans le métier, ils commencent à effectuer l'esthétique des paupières. Les otorhinolaryngologues, ils font de la rhinoplastie dans une certaine mesure, nous ne pouvons rien leur dire, mais par exemple, des choses sans aucun rapport se produisent. Par exemple, un chirurgien général qui pratique la liposuction. Mais ce n'est pas dans le programme de chirurgie générale. Pendant votre formation en chirurgie générale, vous ne verrez pas de liposuction se faire dans aucune clinique, mais quand il commence sa carrière, l'homme commence à faire de la liposuction. Cette question est beaucoup plus ridicule à l'étranger et dans le monde entier. J'ai lu une histoire. Une femme a subi une chirurgie d'augmentation mammaire par pose d'implante. Elle s'est fait poser des implants en silicone, mais le résultat était mauvais. Elle a porté plainte contre le médecin. Après avoir porté plainte, il s'est avéré que le médecin était en fait un ophtalmologue. Un ophtalmologue qui a posé des implants mammaires, imaginez. Mais quelle bêtise! Si vous croyez que la personne que vous allez consulter est un chirurgien plasticien, alors renseignez-vous bien avant. Est-il un spécialiste en chirurgie plastique ou dans une autre spécialité? Si vous le découvrez plus tard après avoir entendu une action en justice, cela ne vous aiderait pas. Il y a des exemples de cela en Amérique dans le monde. C'est vraiment étonnant. De plus, en Amérique, par exemple, les indemnités sont très élevées. Les médecins payent des indemnités de millions de dollars lorsqu'ils ont des problèmes avec les patients. Mais un ophtalmologue est capable de placer un implant mammaire. C'est bizarre. Je veux dire, vous devez faire des recherches approfondies depuis le début. Cela s'est également arrivé ici en Turquie. Une dame a pris l'infirmière, je pense, pour un chirurgien plasticien, et s'est fait injecter de la graisse au niveau du visage après une liposuction. C'est dommage, le résultat était terrible. Quand elle s'est plainte de cette personne, elle a découvert qu'elle n'était pas médecin. Vous me comprenez, c'est très important. Votre chirurgien doit être titulaire d'un diplôme dans son domaine de spécialisation. Le diplôme est très important. Les problèmes de diplôme dans notre pays sont assez ridicules. Assurez-vous de faire des recherches approfondies sur son diplôme. Faites des recherches sur sa formation. Ensuite, décidez de se faire opérer. Ce sujet est vraiment critique. Un autre problème. Les patients peuvent arriver en retard à leur rendez-vous. D'accord, peut-être, mais si vous êtes en retard, l'embouteillage à Istanbul est bien sûr terrible. Passez un coup de fil et prévenez-moi si vous allez être un peu en retard. Je suis en route, je suis là, quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé un jour, alors c'est à cause de cela que je vous en parle. Le patient ne s'est pas présenté au rendez-vous, alors je suis parti. C'était mon dernier rendez-vous. À bout de 2 ou 3 heures, le patient m'a appelé. La clinique est fermée, il est 9 heures du soir. Le patient me dit, je suis à la porte, la clinique est fermée, il n'y a personne, j'ai un rendez-vous. À quelle heure est votre rendez-vous? Il y a 3 heures. Mais je vous en prie. C'est la honte. Si vous allez être en retard, si vous êtes en route, je ne sais pas quoi, appelez-moi, un coup de fil. Tout le monde a un téléphone dans la poche maintenant. Veuillez m'appeler pour m'informer. Parfois, des patients qui ont subi une intervention chirurgicale quelque part, à Izmir, Ankara, Antalya, me contactent par Internet ou par téléphone au sujet de leur chirurgie. Ils me disent qu'il y a un suintement dans les régions traitées par la liposuction, alors je leur demande de consulter leur propre médecin. Ils disent, je n'arrive pas à joindre mon médecin, pourquoi ne me répondez-vous pas? Êtes-vous jaloux parce que je me suis fait opérer par un autre médecin?
Je n'ai pas vu le patient. Donc, je n'ai pas vu le patient, je ne l'ai pas vu avant l'opération, je ne sais pas ce qui a été fait pendant l'opération, je n'ai aucune idée de la façon dont le pansement a été fait après l'opération. Il y a beaucoup d'inconnus. Et le patient dit, je me suis fait opérer par un autre médecin, c'est pour ça que vous ne répondez pas. Mon Dieu, s'il vous plaît, soyez intelligent. Si vous allez subir une intervention chirurgicale, la première chose à faire est d'obtenir le numéro de téléphone portable de votre médecin. Je dis au patient, pourquoi n'appelez-vous pas votre médecin? Ils me répondent, j'ai appelé la clinique, le médecin n'utilisait pas de téléphone portable. Selon eux, franchement, vous y croyez? Nous vivons dans le pays où le téléphone portable est le plus utilisé en Europe. Tout le monde a un téléphone portable, même les boueurs dans la rue ont un téléphone portable. Donc, le numéro de téléphone du médecin est la première chose que vous devez avoir. Vous devez le découvrir. Si vous avez un problème après l'opération, vous devez l'appeler. En fait, un patient qui a subi une intervention chirurgicale, s'il y a de problème, il doit appeler immédiatement le soir ou la nuit, qu'il soit à 4 heures du soir. Vous avez subi une intervention chirurgicale, vous devez pouvoir contacter votre médecin. Assurez-vous d'avoir son numéro de portable. Alors, ne m'appelez pas en me disant que je ne vous réponds pas car vous avez été opéré par quelqu'un d'autre. Mon Dieu, je ne vous ai pas vu. Je ne sais pas quelle opération vous avez subie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le type de votre pansement? Comment puis-je vous répondre? Il y a beaucoup d'inconnus. Dans ces cas, ne consultez pas un autre chirurgien. Si vous avez subi une intervention chirurgicale, la personne qui répondra est votre propre médecin. À part cela, bon, il y a quelque chose que les patients font toujours. Le patient vient et il me raconte ses soucis. On lui recommande le traitement, on décide de faire une telle opération, et ainsi de suite. La prise en charge du patient est établie. Donc, nous avons également fixé un rendez-vous pour l'opération, la date a été fixée, ainsi de suite. Soit le dernier jour, soit le matin même de l'opération, le patient me dit à l'hôpital, « Docteur, est-ce qu'on peut ajouter une autre opération aussi? Qu'on en finisse, il a du graisse ici, alors si on l'enlève, bon sang. » Ne soyez pas comme ça, parce que la réservation de l'hôpital a été faite selon la chirurgie que nous avons envisagée. Il y en aura d'autres patients qui devront être opérés après nous. Il serait mal poli de prolonger la durée de l'intervention. Cela perturbe toute la programmation opératoire de l'hôpital. Et encore, chaque chirurgie ajoutée implique davantage de dépenses. L'hôpital facture des frais supplémentaires pour chaque opération. Je veux dire, ce n'est pas une chose qui pourrait être réalisée en 5 minutes. Mais c'est une tendance chez les patients. De toute façon, le prix a déjà été fixé, on peut ajouter des dépenses. Malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Les hôpitaux reçoivent des frais distincts pour chaque opération. Parlez-en à votre médecin dès le début. Ajoutons-le, qu'on en finisse, faisons-le dans 5 minutes. Non, ce genre de choses, ne le proposez même pas. S'il vous plaît. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un autre sujet très intéressant. J'ai vécu ça beaucoup avant. Je l'ai également écrit ici sur mon site internet esthétiquecerrahikitabı.com. Certains patients sont vraiment très impulsifs et gênent leur médecin. Comment? Par exemple, cela m'est arrivé avec plusieurs patients quand je pratiquais la rhinoplastie. Vous avez effectué une rhinoplastie chez le patient et une semaine plus tard, vous avez retiré le plâtre. Par exemple, le patient revient après 3 semaines. Il dit « Mon nez est encore enflé, pourquoi ?» Mais il dit ça avec beaucoup de colère. Le gonflement du nez après une rhinoplastie, c'est normal. L'œdème disparaîtra après un certain temps. Chez certains patients, l'œdème persiste pendant 3 mois, chez d'autres pendant 1 an. Je veux dire, vous devez attendre et être patient. Mais le patient, parfois, devient très agressif. Je ne sais pas s'il y a des problèmes psychiques, mais certains patients le font. Je connais un patient qui a claqué à la porte et s'en est allé. Il a claqué à la porte en disant qu'il va porter plainte contre nous. 1 an plus tard, ce patient revient pour une autre opération. Il dit « Je vous ai déçu à l'époque, docteur, je suis désolé. Eh bien, j'envisage encore une fois de subir une opération esthétique. » La relation entre médecin et patient a été dégradée et le lien de confiance a été brisé, ce que je pense désormais.
je pense que je suis plus en mesure d'assurer son suivi chirurgical et j'accepte pas ce type de cas. J'ai eu quelques cas comme celui-ci et j'entends des histoires à droite, à gauche. Établissez une relation de confiance avec votre médecin. Votre médecin est la personne qui vous aidera de toutes les manières possibles parce que c'est lui qui a fait votre opération. Perturbez votre relation avec le médecin et à votre détriment, rien de plus. Vous devez être patient. Si le médecin vous demande d'être patient, soyez patient. Ça ne sert à rien d'être agressif. Le nombre de ces patients n'est pas très élevé, mais ça me fait mal au cœur. Un an plus tard, le patient revient, bien sûr, après la disparition de l'œdème et après le résultat final. Le patient explique qu'il veut subir une autre opération, ainsi de suite, mais nous ne l'acceptons pas. Je ne l'accepte pas personnellement. Alors, essayez de ne pas perturber votre relation avec votre médecin, quoi qu'il arrive. Parfois, bien sûr, les patients ont vraiment raison. Il se peut que le médecin cause de problèmes. Par exemple, un jour, un patient m'a appelé. Elle m'a posé des questions sur la liposuction. La dame a subi une liposuction. Elle est allée chez son médecin pour la consultation de contrôle. Son médecin lui a invité à dîner. Elle a dit qu'elle a été harcelée par le médecin. Et quand elle a refusé, il ne l'a jamais rappelé pour le contrôle. D'accord? Si quelque chose comme ça arrive, demandez vraiment l'aide d'un autre médecin, bien sûr. J'ai dit à cette dame de voir un autre chirurgien plasticien dès que possible, de lui raconter sa situation. Malheureusement, il n'y a donc rien d'autre à faire. Il y a aussi des chirurgiens plasticiens de ce genre. Mais si vous ne trouvez pas face à une situation similaire, gardez une bonne relation avec votre médecin. Soyez patient un peu. La plupart de ces chirurgies ne sont pas des chirurgies qui donneront des résultats immédiats. Vous devez être patient. Et après avoir vu le résultat, il vous sera plus utile de consulter à nouveau votre médecin. Je n'accepte pas de tels patients. Je ne pense pas que d'autres amis l'accepteraient non plus pour une deuxième opération. Alors, on a quoi d'autre? Les patients avaient l'habitude de me contacter par email dans le passé. Maintenant, des messages sont également reçus sur le site, mais parfois, je réponds aux questions avec autre question. Le patient a posé une question, j'ai écrit la réponse, il a posé une autre question. Je lui ai répondu encore une fois. J'ai eu un patient, j'ai tellement correspondu avec ce patient qu'un jour, j'ai compté combien de courriers nous avions échangés. J'ai compté 130 courriers. 130. Je veux dire, ça aurait beaucoup plus de sens s'il venait se faire examiner. Nous n'avons pas beaucoup de temps. N'envoyez pas d'email de remerciement pour les réponses que j'ai écrites sur le site. Lorsque vous envoyez un email de remerciement, c'est une perte de temps pour moi de le lire. Si 50 personnes envoient des emails de remerciement, il faut du temps pour les lire. Lorsque vous obtenez la réponse de votre question, ce que vous devez faire ensuite est d'aller chez un chirurgien plasticien à proximité ou de l'appeler et de prendre rendez-vous. Ne posez plus de questions. Et ne m'envoyez pas d'emails de remerciement. Nous essayons de réduire autant que possible les emails inutiles, mais certains le prennent pour une discussion par chat. On dirait une conversation en ligne. Nous avons envoyé 130 courriers, mais que dois-je vous écrire d'autre? J'ai probablement écrit la même chose 50 fois et il m'a posé les mêmes questions encore et encore. Vous me comprenez? Nous essayons de garder le nombre d'emails aussi bas que possible. Notre temps est un peu limité. Quel est l'intérêt pour moi de faire ces vidéos, par exemple? Il y a certains sujets, je suis fatigué d'écrire la même chose à tout le monde tout le temps. Aussi, les patients aiment regarder les vidéos. Je me suis dit que je rassemblerai au moins ces sujets dans des vidéos pour que les questions posées sur les mêmes sujets diminuent. Je pense qu'ils regarderont probablement les vidéos parce que c'est plus agréable de regarder les vidéos que de lire un article et les messages envoyés sur certains sujets diminueront car les réponses sont déjà dans ces vidéos. Je vous jure, je fais ces vidéos pour que le nombre de messages reçus diminue. Oui. Et voici un autre problème. C'est la question du calcul millimétrique. Les patients demandent parfois une symétrie au millimètre près. De telle sorte que, quand le patient se regarde dans le miroir, il mesure avec une règle millimètre par millimètre. Les oreilles sont-elles les mêmes? Les sourcils sont-ils les mêmes? C'est ridicule.
Avez-vous déjà mesuré quelqu'un dans les rues de cette façon? Ce n'est pas possible. Un jour, un jeune garçon est venu me voir. Il a dit que l'une de ses oreilles était décollée. Je l'ai examiné et je lui ai dit, je ne pense pas, mes oreilles semblent plus décollées. J'ai dit non, personne ne le verra, ne le remarquera et c'est pas grave. Il y a une si légère différence. J'ai renvoyé le patient, j'ai dit qu'il n'avait pas une oreille décollée et la symétrie n'est pas non plus remarquable. Et puis il est revenu, la même plainte à nouveau, et il ne cessait pas de dire que son oreille était décollée. Je dis, mais quand vous vous regardez dans le miroir, si vous regardez directement de l'autre côté et évaluez les deux côtés de la même manière, bien sûr, vous verrez une certaine asymétrie. Tout le monde a une telle asymétrie. Mais personne qui vous voit dans la rue ne vous dira que vos oreilles sont décollées. Si je prends une photo avant et après la chirurgie, je devrais prendre une règle avec échelle millimétrique pour mesurer la différence. J'ai renvoyé le gamin une fois de plus. Pour la troisième fois, il est venu avec son père. Il insistait que l'une de ses oreilles était décollée et il voulait se faire opérer. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai dit, tu es venu 3 fois, écoute, c'est la 3e fois. J'ai dit, as-tu vu la symétrie entre mes oreilles? L'as-tu remarqué? Je suis passé devant le patient et je lui ai dit, écoute, j'ai l'oreille droite plus décollée par rapport à la gauche. Tu vas et viens à ta guise. En plus, la symétrie entre mes oreilles était beaucoup plus importante que la symétrie chez le patient. Il ne s'en est même pas rendu compte. Vous voyez ce que je veux dire? Il va et vient, et en plus, il parle d'asymétrie auriculaire. Mon asymétrie auriculaire est plus importante que la sienne, mais elle n'a même pas attiré son attention. Donc, il ne sert à rien de calculer au millimètre près. Dans tous les cas, il est très difficile de faire une telle correction au millimètre près en chirurgie. Nous corrigeons que les informations visibles. Donc, quand vous dites oreille décollée, si le décollement est très important, alors les oreilles pourraient être corrigées. Maintenant, je n'ai parlé au gamin. Je lui ai montré mes oreilles. J'ai dit, écoute, en fait, l'une de mes oreilles était décollée. Son père a prouvé déjà. Il a dit que son fils était obsédé par ça. Donc, n'essayez pas de réparer de petites déformations millimétriques comme celle-ci que personne ne remarquera. En tout cas, personne au monde n'est aussi symétrique. Donc, après de telles opérations, que ce soit une oreille décollée, un lifting de visage, il y aura quelques légères asymétries dans les opérations bilatérales. Qu'est-ce qui est important? Il ne faut pas que la symétrie attire de l'attention. Je veux dire, pas en le regardant directement dans les miroirs et en le mesurant millimètre par millimètre, mais qu'il n'y ait pas de différence notable. Vous me comprenez? Les patients qui poursuivent des mesures au millimètre près sont déjà ceux qui seront très mécontents, parce que personne au monde ne peut faire autant de symétrie qu'ils le souhaitent. Nous ne poursuivons pas un ajustement à une échelle très précise dans les chirurgies. C'était l'année 2017. Nous sommes en 2017. Tout le monde a un téléphone portable. Mais il y a toujours des appels à frais virés, vous savez. C'est grâce à ces patients que je découvre qu'il y a encore des appels à frais virés. Le patient a quelque chose à me demander, il veut que je paye les frais de l'appel. Je reçois un message qui dit « Vous avez un appel à frais virés. Voudriez-vous l'accepter ?» Mais je vous en prie, si vous avez quelque chose à demander, envoyez-le au moins via WhatsApp ou par email. C'est gratuit. Pourquoi voulez-vous que je paye les frais de l'appel? Je ne comprends pas. Excuse-moi, je n'accepte pas les appels à frais virés et laissez-moi vous le dire ici, le système des appels à frais virés fonctionne toujours. Et aussi, il y a bien sûr la question d'argent. Vraiment, c'est inutile de la discuter, mais quand même, si vous subissez une intervention chirurgicale, cette intervention aura un coût. Il y aura les honoraires du chirurgien, il y aura les frais d'hospitalisation, il y aura les frais du matériel qui va être utilisé, il y aura les taxes aussi, la TVA. Malheureusement, quand on parle d'argent, c'est très cher pour tout le monde. Tout semble cher, quoi qu'on en dise. Lorsque le patient arrive pour la première fois, il veut tout. L'argent n'est pas important à cette étape, mais quand il s'agit d'argent, on en parle, un examen est fait, une opération est décidée, ainsi de suite. Et quand il s'agit d'argent, on dit « Waouh, c'est très cher ». Certains patients disent « Est-ce que je peux payer plus tard? Puis-je payer en plusieurs versements ?»
En d'autres termes, nous ne devrions jamais parler d'argent. Alors, faites-vous opérer seulement si vous avez les moyens. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, dites que vous ne pouvez pas payer pour le moment, dites que vous viendrez plus tard. Mais malheureusement, les patients disent toujours la même chose. Waouh, quel docteur avide d'argent. Et tout ça. Alors, maintenant, tout cela a un coût. Quand vous faites vos courses au supermarché, dites-vous que c'est trop cher. Bien sûr, il y a ceux qui font des chirurgies très chères, il y a ceux qui le font moins cher, mais c'est à vous de le déterminer. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, alors vous le ferez chez le docteur qui le fait pour un prix modéré. On ne sait pas, mais malheureusement, tout passe par l'argent.